passons à la table ronde. Je vais en profiter pour... on va passer le micro-cravate à André, que vous avez vu depuis ce matin un petit peu se balader, faire l'hôtesse en distribuant les micros. Donc je vais en profiter pour qu'il s'introduise un petit peu et qu'il se présente, puisque c'est un des spécialistes en la matière également, et c'est pour ça que je l'ai convié, pour qu'il puisse poser des questions pertinentes à l'ensemble de nos intervenants lors de la table ronde. Donc j'invite les intervenants à nous rejoindre ici. Moi je vais jouer l'hôtesse du coup à distribuer les micros, on va en laisser un au niveau des tables rondes pour laisser nos intervenants s'exprimer. André, si tu peux récupérer le micro-cravate. Yes. Voilà. Et nous, avec Shoshana, on va distribuer les micros s'il y a des questions en salle. Je te laisse mener la danse, André. Oui, comme ça. Puis après, tu vois, hop, ça s'allume, là, ensuite ça s'éteint. Tu sais s'il faut appuyer. Vas-y. Hein ouais, parce que du coup... Je tiens d'abord à vous féliciter. Hein, vraiment, on a eu un auditoire extraordinaire aujourd'hui. La majorité d'entre vous est présente depuis ce matin. Et je suis sûr que nous avons appris beaucoup de choses. En tout cas, pour ma part, j'ai appris plein de choses grâce à l'ensemble des invités que Nayong a pu réunir aujourd'hui. Et on va continuer ensemble à dialoguer avec vous, et justement, on va changer de modèle. Jusqu'à présent, c'était surtout une information de grande valeur depuis ce matin qui vous est proposée, et maintenant, nous vous proposons de beaucoup plus prendre la parole, et d'ailleurs, cette fonction de prise de parole est l'un des éléments capitaux de cette démarche de réseau social, et il vaut mieux l'accrocher. Il faut écouter les pros. Merci. Cet aspect de prise de parole est capital dans la démarche réseau social, et probablement pour lancer le débat, sachant que pour ma part, j'interviens dans ce sujet depuis 2006, sachant que depuis 2002, j'interviens sur l'ensemble des démarches réseau, et j'ai eu la chance que depuis 2006, il y ait cette dimension justement réseau social qui permet de démultiplier l'ensemble des démarches réseau. Eh bien, l'un des éléments capitaux au XXIe siècle, c'est que d'abord, il y a une transformation dans la société, dans les usages des gens. Et ensuite, il y a une évolution de ce qui se passe dans l'entreprise, et un certain nombre d'entreprises, on s'en rend compte, sont là pour rattraper, pour justement capitaliser sur ce que savent les gens. Donc pour lancer ce dialogue entre nous et vous permettre de contribuer en posant des questions, je vais lancer une première question sur justement cette frontière entre l'interne et l'externe de l'entreprise. Hein, Frédéric, puisque tu nous as éclairé... Michael, c'est beaucoup mieux. Michael Deranos, puisque tu nous as éclairé justement sur les dimensions sociologiques, tu souhaitais continuer avec nous sur cette dimension, justement, cette différenciation entre le comportement public, quasiment entre guillemets normal, que nous avons tous en tant que citoyens, et le comportement dans l'entreprise en justement faisant une différence entre les deux. Non, mais oui. il y a c'est vrai, non, il y a des... disons, le quotidien du chercheur à l'université, c'est la perplexité. C'est-à-dire que c'est comme un animal de compagnie qui nous réveille le matin. Il faut l'accepter, il faut lui faire de la place, il faut le nourrir parfois, mais il ne faut surtout pas essayer de le transformer. Et nous, on a cette perplexité-là, ces questionnements-là qui sont sur la différence entre l'intérieur de l'entreprise et l'extérieur de l'entreprise, et notamment sur des sujets dont on est nous-mêmes les rats de laboratoire et en même temps qu'on essaye de résoudre, qui sont ce terme qui nous fait beaucoup réfléchir, qui est l'idée de la pudeur. Cette question de l'intimité, cette question du devenir public.
Alors il y a plusieurs facettes, il y a le devenir public à l'extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire partager quelque chose, si c'est partagé avec des gens que je ne connais pas forcément, et puis il y a le même devenir public à l'intérieur d'une sous-structure de la vie privée qui est celle de l'entreprise. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ma posture en tant qu'employé de telle entreprise à l'intérieur même de l'entreprise. Comment est-ce que, dans les multiples facettes que j'ai, il va falloir que j'en choisisse une, que je l'accepte, que je la diffuse, que je la travaille, etc. Et ça, au moment où on demande à un employé ou à quelqu'un de la figer, c'est-à-dire de l'écrire, il y a une panique, il y a un saisissement, il y a un truc qui devient roide. Il y a une espèce il y a une prise. Et c'est l'un des facteurs dont nous, on a l'impression qu'il soit un petit peu difficile pour le réseau d'entreprise, c'est qu'on demande d'écrire quelque chose. Et voilà, verba manens. C'est-à-dire, quand on écrit quelque chose, ça reste là. Et alors, la question que moi j'aurais, ce serait celle-ci, c'est-à-dire, au moment où nous tous, où nous apprenons et nous faisons les frais du devenir public de la personne sur Internet, je publie ce que je veux être de moi, et d'autres personnes me complètent mon identité. Et ma marge de manœuvre dessus est limitée, c'est-à-dire, comme on en discutait tout à l'heure, et je crois que tu avais fait une interview sur YouTube que j'ai vue récemment, le profil vivant de la personne, c'est bien évidemment quelque chose d'important, mais on doit aussi faire de la place à ce que d'autres personnes disent de nous, qui n'est pas forcément ce qu'on a décidé de faire. Alors il y a cette donnée d'ego, etc. Donc ma question, ce serait cette question-là. Comment arriver à cette idée de la pudeur dans un environnement social? Et c'est très beau parce que l'idée de la pudeur sociale, c'est un oxymoron, ça jure. Voilà. Très bien. Est-ce que sur ce thème, justement, individu citoyen et individu membre d'une entreprise, certains souhaitent poser une question? Prénom, nom, entreprise? Jean-Luc Esterman, je suis consultant, je suis à mon compte et je travaille dans le change management. Très bien. Vous disiez à l'instant que en fait, les changements arrivent de l'individu vers la société. En fait, compte tenu de mon âge, j'ai aussi connu le contraire. Exact. C'est-à-dire que les PC sont arrivés au début des années 80 dans les entreprises, ont été adoptés ensuite par la société civile, si je puis dire. Oui. Peut-être une question à Michael. Maintenant, on voit le contraire, effectivement. Donc, qu'est-ce que ça change dans notre capacité d'adaptation à nous, individus? Alors, un truc de professeur, je reformule la question avant d'y répondre pour savoir si j'ai bien évidemment compris, ce que je ne pense pas du tout. Qu'est-ce que le fait de vivre aujourd'hui dans une époque dans laquelle il y a cette innovation ascendante, qui est quelque chose dont tout le monde parle, change dans notre capacité à accepter, à faire de la place à des nouveaux usages, versus ces années 80 dans lesquelles l'ordinateur est arrivé? C'est ça, hein? Alors, je crois que nous n'avons tous pas la réponse, mais elle nous fait rire. Moi, je dirais une petite chose avant de passer le micro. C'est une nouvelle structure déjà, c'est une nouvelle structure de pensée. C'est-à-dire que l'histoire des idées, c'est donc arriver à jongler avec des modifications, des changements d'idées, mais c'est aussi voir des nouvelles idées. Et c'est aussi accepter qu'il y a des nouvelles idées et qu'elles-mêmes créent des nouvelles idées. Et je crois que la chose la plus importante n'est pas forcément de savoir qu'est-ce que ça change d'avoir ce fonctionnement inversé dans lequel il y a une puissance qui vient de par le dessous comme ça. Mais plutôt, qu'est-ce que cette idée-là va donner à penser aux gens ou quels sont les usages qui vont venir de cette idée-là. On a beaucoup parlé dans les années 2000-2003, etc., du Web 2.0, auquel j'ai personnellement jamais rien compris. Les gens peuvent m'aider ici. Mais quand on explique ce que c'est, on a généralement trois petites explications, dont l'une d'elles, c'est « Enfin, n'importe qui, dont ma mère, peut publier des choses de manière très simple, ouvrir un blog, c'est très simple, c'est gratuit, etc. etc. » Cette idée-là, le fait de donner à quelqu'un la structure mentale de pouvoir, par un canal, elle aussi rentrer dans un média absolument méritocratique où bonum diffusium sui, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est bon se diffuse, c'est-à-dire si ce que tu fais est bien et que ça intéresse les gens vont y parvenir, elles vont le lire. C'est une structure d'idées qui est extraordinaire. Parce que c'est ce qui, pour faire un raccourci très fort, arrive à des soulèvements de masse qui utilisent des médias sociaux. Et aussi à des idées de liberté. Je vais dire un truc très fort, des idéaux démocratiques, mais je ne le pense pas d'un point de vue politique, je le pense d'un point de vue structure humaine, c'est-à-dire dans lequel il y a une masse par le dessous qui peut changer les choses. Et je crois que ce serait ma réponse à cette question-là. C'est-à-dire, ça donne une idée, ça donne la structure mentale que on est responsable de faire des choses et que si chacun d'entre nous ne le fait pas, à ce moment-là, d'autres personnes ne le feront à notre place.
Et donc, ça nous force à nous poser la question, quelle est ma place? Voilà. Il y a une question ici de Martine. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre. Je préfère qu'on continue avec les questions. Profitons de vos questions, on est là pour ça. Tout d'abord, je remercie... Prénom, nom, entreprise. Oui, alors, je ne vais pas me présenter en tant qu'entreprise, je fais de la coordination de projet, je vais me présenter en tant que secrétaire général de User Group SharePoint France. Et nous sommes en train de réfléchir et nous allons mettre en place un atelier qui va faire un petit peu un parallèle sur une adéquation responsabilité sociale de l'entreprise et réseaux sociaux de l'entreprise. Ah, joli. Alors, ma question s'adresse à tous les intervenants, et c'est formidable d'avoir justement ce panel pluridisciplinaire. Vous parlez pudeur, je vais vous répondre, je vais me mettre derrière mes données à caractère personnel. L'intervenante qui parle de l'humain, c'est formidable. C'est une des composantes, effectivement, mais sans l'outil, bien sûr, nous n'aurions pas cette démarche aujourd'hui. Donc, juste une question générale à chaque intervenant. Pouvez-vous faire un parallèle sur la responsabilité sociale de l'entreprise? Quelle est son implication par rapport aux réseaux sociaux? Et je vais faire le dernier rebondissement. Est-ce que si je me mets derrière l'intitulé « Mes données à caractère personnel » et les œuvres de l'esprit, parce que je vais devenir contributeur, je parle de l'entreprise, et je sais qu'il y a des discussions au niveau européen pour justement non plus l'appropriation par l'entreprise des contributions des salariés, mais qu'il y ait, on va dire, une reconnaissance. Alors, c'est en discussion. Nous espérons que l'UGSF va être contributeur. Donc, quelle est votre approche à chacun par rapport à votre pluridisciplinarité? Merci. Alors, Annie, tu reformules, comme ça comme ça tu réponds sur ce que tu as envie de nous dire sur cette... Non, moi, ce que je peux évoquer, ce sont des expériences ou des retours qu'on peut avoir. Et effectivement, il y a des travaux qui sont en cours sur tout ce qui concerne le bien-être au travail, le stress au travail, et qu'on peut mettre en relation effectivement avec les réseaux sociaux, avec cet espace de liberté sur lequel on peut dire un certain nombre de choses, et aussi par rapport auquel on peut avoir un retour. Et je pense que quand on parlait de vision tout à l'heure, c'est une vision qu'on peut donner, un objectif qu'on peut donner à ce réseau social. Quelqu'un d'autre veut... Oui. Juste revenir... Fabien de Next Modernity. Oui, donc Richard, généralement, vient emporter la salle, et puis, puis moi, je suis dans le laboratoire de l'ombre, je suis aux usages en permanence, au contact avec les clients. Merci d'être avec nous cet après-midi. Oui, parce qu'il y avait... Le thème m'intéressait. Le thème m'intéressait parce que, au-delà des discours et des mots, on a besoin de la réalité du contact client. Et c'est vrai que dans ce que disait Michael ce matin, il y avait... quelque chose qui m'a interpellé, qui va répondre à votre question en partie, à mon avis, qui était que c'est l'histoire des voyageurs avec leurs rêves. Et cette histoire de devoir revenir récurremment sur la vision pour pas reproduire. Et là, en l'occurrence, on parle d'outils, on parle de personnes, mais où est l'entreprise? Et si on veut que l'entreprise ait une responsabilité sociale, il faut que l'entreprise ait cette vision. Et dans le sens de sa vision, qu'il y ait cette intention de responsabilité sociale. Et le problème qu'on rencontre avec les projets de réseaux sociaux d'entreprise en général, c'est que où on a un projet à forte tendance techno, outils, porté par la vague actuelle dont on entend parler, où on a un projet très stratégique, alors on parlait de retour sur investissement, KPI, etc. Et puis on a un projet plus social. Alors, on a entendu ce matin des données autour du réseau social d'Orange. Notre objectif, c'était d'amplifier, d'améliorer le lien social. Mais améliorer le lien social, pourquoi faire? Quel sens ça a? Et n'oublions pas que le réseau social met l'individu au centre. L'entreprise, ce sont des individus qui sont au centre de cette entreprise, mais qui sont eux-mêmes au centre d'eux-mêmes. Et là, il y a un vrai gap. Et je pense que très souvent, on oublie de repositionner le sens de l'organisation. La première chose qu'on fait quand on rencontre une entreprise, c'est de dire quels sont les baselines de votre organisation. Posez-les, mettez-les là. Et regardez si ce sens-là va dans le sens que vous voulez bien impliquer, dans lequel vous voulez bien impliquer les utilisateurs. Je préférerais qu'il y ait d'autres questions. Une question de ce côté de Reynald.
Je vous rassure, je ne connais pas le prénom de tout le monde dans la salle. Rénal, on t'écoute. Oui, Rénal de Kalinda Software. Moi, je voulais rebondir sur les propos de Martine et sur un mot qui a été prononcé aussi par Mickaël, qui est la pudeur. Moi, je pense que une des voies pour essayer d'amener les collaborateurs en entreprise à mieux contribuer, c'est aussi que l'entreprise ou que les entreprises commencent de se montrer un peu reconnaissantes. Et je voulais savoir, selon vous, quelles sont un petit peu les nouvelles voies pour essayer, voilà, comment l'entreprise aujourd'hui peut essayer de construire cette reconnaissance. Un petit peu, voilà. Voilà. Le réseau social d'entreprise peut-il faciliter la reconnaissance Arnaud? Une réponse très courte. Déjà, en lâchant prise, en laissant les collaborateurs s'exprimer, en laissant les experts se révéler, en laissant finalement chacun partager sa veille, enfin, des petites actions anodines qui vont permettre ensuite à quelqu'un de bénéficier de la reconnaissance de ses collègues. Il y a une confiance qui se crée, je pense qu'il y a aussi ça le maître mot, il faut arriver à créer de la confiance. Par rapport à la question de tout à l'heure, un réseau social, ça peut être perçu, ça peut devenir un véritable Big Brother, ça peut devenir un outil de contrôle. Donc l'entreprise a une vraie, aujourd'hui, a le devoir de bien utiliser cet outil, qu'il soit porté par les utilisateurs ou porté initialement par le management. Donc je pense que le rapprochement entre responsabilité sociale et RSE est tout à fait d'actualité. Avec plaisir. Vincent de CSC. Merci. Juste pour compléter, pour n'importe quel individu de l'entreprise, c'est une véritable opportunité justement de se mettre en avant et de générer lui-même la reconnaissance qu'il pourra avoir par rapport à ce qu'il va produire, ce qu'il va montrer dans l'entreprise, la collaboration qu'il va générer dans l'entreprise, etc. Chez nous, chez CSC, dans notre réseau, on a un truc qui est tout simple, c'est qu'on a des points qui sont attribués en fonction de notre contribution au RSE. On prend des points au fur et à mesure. Alors dès que je vais mettre un document, je ne connais pas les calculs, mais dès que je mets un document, je prends 5 points, etc., etc. Si je réponds à des questions, je prends des points aussi. Si la réponse que j'ai donnée, que j'ai apportée à une question a apporté une réponse et que ça a été indiqué par celui qui a posé la question, je prends des points en plus. Et ce qui fait qu'après, alors c'est très américain, hein, je vous l'entends, on est américain, on est une boîte américaine, c'est très américain, mais ça a le mérite de montrer un certain nombre de choses. Est-ce que cela te donne un bonus ? Pas encore, je le demande, ça, mais non, pas encore. La suite logique, c'est le bonus. Ou des goodies, ou des goodies pas en France, à mon avis. mais par contre, je veux juste revenir sur un point extrêmement important, c'est on voit l'influence des outils. Vous utilisez aussi un outil américain qui vous a peut-être même proposé cet usage et vous l'avez adopté. Et en France aujourd'hui, moi je vois des grandes entreprises qui sont de culture française, latine, qui se retrouvent avec des outils, avec des propositions d'usage qui sont finalement assez cadrées et qui sont parfois, et celle-ci en est une, en rupture finalement avec leur culture. Et ça, il faut être capable de l'identifier. Oui, il faut changer, mais est-ce que la manière dont on utilise un réseau social en France ou avec notre culture latine, même si on est sur des entreprises mondialisées, globalisées, est-ce que ça va être le même changement, le même type d'usage que l'on va développer, la même culture que la culture anglo-saxonne? Je vous avoue, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, typiquement, là, c'est l'exemple pour moi de choses qui peuvent rencontrer des freins dans certaines entreprises françaises, en tout cas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai juste un tout petit complément. Effectivement, c'est un modèle qui, pour le coup, en France, à mon avis, a peu de chances de fonctionner. Encore que, faudrait peut-être l'essayer. Néanmoins, il y a des petites adaptations, comme la notation sur des documents, par exemple, qui là peut avoir du sens. Je poste un document sur le RSE et les experts vont pouvoir donner une note sur 4-5 étoiles pour donner leur opinion par rapport à ça. Ça, c'est aussi un moyen d'apporter de la valeur qui peut être intéressant, qui va dans ce sens-là, et qui est effectivement moins américain que... Ou dans des modules, on peut imaginer... Dan ne va pas aimer, mais je voulais dire qu'on est à nouveau revenu sur l'outil. Alors, c'est vrai, comme le dit Arnaud, oui, d'accord. Mais oui, il faut noter, oui, il faut évaluer, mais comment on note, comment on évalue dans l'organisation, comment on le fait au quotidien? Ça, c'est la vraie question. Non, je disais, ou par exemple, dans des modules de questions-réponses, celui-là, c'est moi. Dans des modules de questions-réponses, la notation, ça peut être complètement pertinent de pour noter la meilleure réponse à une question, ou quand on a un panel de questions, des pratiques qu'on peut avoir dans Quora, par exemple, et qu'on pourrait imaginer en entreprise. Ouais. Là, la notation, même si on est en France, ça peut paraître pertinent. Bien sûr. Annie, tu veux dire? Oui, moi je voulais simplement, je me pose simplement la question après de ce type de reconnaissance.
on valorise de l'individuel dans ce cas-là, où est le Oui. collectif? Enfin voilà, moi je m'interroge par rapport à ça. C'est ça. Individu ou équipe? Moi, je voulais essayer de reprendre la question de monsieur et la question de madame et essayer de les combiner tous les deux pour faire un super robot. Yes. En discutant tout à l'heure, m'est revenu cette idée, une très belle idée de Roland Barthes des années 60. Il parlait, dans les fragments du discours amoureux, de la peur de perdre la face. C'est-à-dire, son visage tombe. Pendant longtemps, sur l'Internet, on a bénéficié d'une forme d'anonymité, qui existe encore d'ailleurs grandement, qui faisait qu'il y avait une capacité d'expression qui était quasiment illimitée. On ne pouvait pas perdre la face, on ne pouvait pas tomber. Versus, dans une interaction sociale, quelle qu'elle soit, avec son boucher, il se peut qu'un bouton mal attaché, une braguette ouverte, un bout de dentifrice, quoi que ce soit, ça détruit instantanément la personne dont on imaginait qu'on était avant de se rencontrer. Cette chose-là est en train de changer parce que les technologies le permettent, mais parce que les gens l'acceptent. C'est-à-dire, on signe en son nom. On laisse des commentaires qui construisent, qui essaiment ici sur le blog de Libé, ici sur l'International Herald Tribune, la personne que je suis et qui se construit. Et donc cette idée de la propriété intellectuelle, à qui appartiennent ces commentaires qui sont égrenés partout, à qui appartient cette intelligence que je construis, ces petits filets comme ça qui par pointillés construisent la personne que je suis, ça c'est une question qui est à mon avis absolument fondamentale. Et c'est aussi une question qui pose le problème de l'intimité. Et c'est pour revenir à la question de monsieur, il y a une différence encore entre l'intimité et la pudeur. Je ne pensais pas que cette idée de pudeur allait aussi bien marcher, aussi bien prendre. Mais, parce que l'intimité c'est quelque chose qui se partage. Je peux ne serait-ce que refuser que tu la pénètres. La pudeur, elle est non négociable. C'est-à-dire que c'est nous qui la mettons là où on a envie de la mettre. Et ça, c'est le centre creux des deux notions du don sur l'Internet, à savoir dans quelle mesure j'accepte que tu violes ou tu pénètres ou alors tu partages mon intimité. Je te montre des photos de moi je fais des cercles, je donne un certain nombre de distances vis-à-vis de moi et puis des gens qui sont plus ou moins loin, etc. Versus la pudeur, qui est vraiment un truc sur lequel ça ne sort pas. Je ne le fais pas, ça n'est pas moi. Et ça, c'est vraiment deux notions très très humaines qui sont là, qui ont toujours été là, et qui sont en train de changer, qui sont impactées par ça. Oui. Merci, Michael. Une autre question où je relance et ensuite ça vous donnera l'idée d'autres questions. Une question. Si c'est une femme, j'accepte. Prénom, nom, entreprise. Christine Chauvet-Capgemini. Moi, j'ai une question. On parle, donc c'est ce qu'on a entendu à peu près toute la journée, que les réseaux sociaux permettaient de mettre en valeur donc, les personnes, même si c'est au sein de communautés, à travers donc, leur participation. Or, moi, on dit aussi que ça permet, par exemple, d'identifier des experts sur certains sujets et tout ça. Moi, je connais un expert qui m'a dit, il est parti, mais il a été ici, et il m'a dit, mais moi, en fait, puisqu'il est expert dans son domaine, et il m'a dit, mais moi, j'ai pas du tout envie d'être repéré. Voilà, donc bon, bien sûr les réseaux sociaux, c'est actuellement tout le monde en parle et on y va, c'est sûr, mais il y aura toujours des personnes réfractaires. Ouais. Et sinon également pour dire tout le monde veut se mettre en avant, pas obligatoirement. Ouais. Voilà. Ouais, c'est le même sujet. Se dévoiler ou ne pas se dévoiler, être visible ou ne pas être visible. Quelqu'un veut réagir? Fabien? Juste une petite réponse. Moi, j'avais identifié un profil exceptionnel pour Next Modernity. Je lui ai payé un bon restaurant, une bonne bouteille de vin, et puis en sortant, il m'a dit « C'est extraordinaire ce que vous faites, on est en plein accord, mais je n'ai pas envie d'être recruté. » Juste pour vous répondre que oui, le problème c'est que l'objectif n'est pas redevenir Big Brother, comme disait Arnaud tout à l'heure. L'objectif, c'est pas de faire un nouvel alignement, puisqu'on essaye de trouver de nouvelles manières d'atteindre des gens qui sont en silo, qui sont isolés, qui sont pas dans la même mouvance de l'organisation. Donc oui. Moi, j'aurais aussi rajouté, on parlait de l'intime tout à l'heure, on parle effectivement d'un professionnel qui ne veut pas être repéré, mais je pense que la génération Y, on pourrait en parler tout à l'heure, elle est assez mature sur justement le côté multi-identité. C'est pas parce qu'un expert dans l'entreprise a sa photo et puis donne un certain nombre d'informations qu'on connaît tout de lui, enfin on touche pas a priori à son intime, même sur Twitter, même sur Facebook. Enfin, certains ne placent pas cette frontière. Mais dans l'entreprise, en tout cas, on peut très bien, et l'entreprise et à l'intérieur de l'entreprise, dans un univers professionnel, on peut très bien arriver à se créer une identité qui est finalement un masque. Le fait d'utiliser tout le temps la même photo pendant des années, une photo en plus qui est prise d'une certaine manière, etc. C'est un masque. Moi, ma photo, c'est un masque. Voilà, aujourd'hui je suis en costume, ce week-end j'étais en short, voilà, on nous perçoit différemment en fonction de l'image qu'on donne de nous. Et ça, il faut le comprendre. Et la génération Y, elle a bien compris ça. Elle a bien compris comment utiliser les subtilités de la gestion de l'identité sur les réseaux sociaux.
J'aimerais faire évoluer notre débat sur le point sur lequel Fabien voulait rebondir, justement, Fabien de Next Modernité, pendant ce débat, et j'espère que cela donnera lieu à des questions sur ce sujet essentiel. Quelque part, le réseau social d'entreprise doit être au service du métier de l'entreprise. Hein? D'accord. Donc là, tu m'as piégé, mais c'est pas grave, puisque comme le débat était parti ailleurs, je me dis, tiens, je suis bien plus confortable dans les autres discussions. Alors, simplement, dans mon métier, moi, je suis confronté à des organisations qui réfléchissent sur l'implémentation du réseau social, avec des objectifs, des ambitions, des fantasmes, on en a parlé beaucoup ce matin, très, très, très différents, et je crois que c'est notre part à tous. Donc, certains veulent des espaces de collaboration, d'autres veulent faire un annuaire enrichi, d'autres sont une phase de réflexion d'intranet. Bon. Finalement, nous, ce qu'on constate quand même globalement, c'est qu'au-delà de l'indispensable sens qu'on doit donner à l'organisation dans la mise en place du réseau social, pour que ça fonctionne, cette conversation qui se met en place autour du réseau social, elle doit totalement être... Alors, j'avais tout à l'heure... j'ai bien accroché le terme d'affordance, alors je vais l'utiliser. Elle doit faire une sorte d'affordance du process ou du workflow de travail. Hein. L'idée, c'est que, en fait, la conversation, elle doit venir enrichir, s'adosser, se placer, s'inscrire dans le workflow, dans le processus classique du travail de tous les jours. Elle n'est pas une manière complètement différente de travailler. Elle est une manière, un pas de côté. Hein. Je vais reprendre le mot richardien. Donc elle est un pas de côté dans la modalité de travail. Si on n'arrive pas à caler cette conversation dans l'activité de mon travail, dans l'activité documentaire, dans le process, comme disait Arnaud tout à l'heure, le process peut avoir de la conversation. Vous avez des outils comme Salesforce qui travaillent énormément là-dessus aujourd'hui. L'idée, c'est bien ça. Je suis, moi, individu, au sein de mon organisation, en train de travailler. Je suis en relation avec d'autres individus qui travaillent. Et la conversation, lors de mes activités de travail, me sert à mieux travailler plus efficacement, de manière plus collaborative avec d'autres. Après, il se passe beaucoup d'autres choses entre les mots, hein, qui sont de l'ordre du dévoilé et du non-voilé. Des questions dans la salle, justement, sur le réseau social d'entreprise au service du métier de vos entreprises. Yes. Moi, je travaille essentiellement dans Arnaud McFarlane de CSC. Moi, dans mon expérience de consultant, j'ai travaillé essentiellement avec des entreprises industrielles et où la prégnance du métier reste encore extrêmement forte et où la culture d'entreprise liée à l'objet de production, finalement, reste un catalyseur d'énergie encore très puissant, qui a tendance d'ailleurs à s'opposer à, d'une certaine façon, la prégnance de la technologie, d'une certaine façon. Mais pas toutes les technologies. Quand on pense à la SNCF, par exemple, la technologie ferroviaire en soi, c'est un puissant vecteur de changement. Par contre, effectivement, quand on commence à parler d'autres types d'outils, les outils mobiles, le réseau social d'entreprise, là on commence à rentrer dans des problématiques culturelles qui sont un tout petit peu différentes, un petit peu plus délicates. C'est là où aussi j'en viens sur le fait que social business, bon, ça peut être effectivement un premier pas de côté pour aborder certaines entreprises, mais ça peut aussi très vite rester l'apanage d'un certain nombre de cadres, de gens qui travaillent au siège de l'entreprise, qui ont l'habitude déjà de travailler dans de nombreuses réunions et de collaborer, etc. Donc c'est vrai que ça peut accélérer certains process de travail, mais pour une population qui peut être aussi relativement restreinte, parce qu'on parle parfois d'entreprises pour lesquelles, sur 200 000 personnes, vous en avez 150 000 qui finalement travaillent au quotidien de façon très différente et avec beaucoup de... il y a beaucoup d'aspérité pour pouvoir rentrer dans un réseau social, à part peut-être Facebook le soir quand ils sont chez eux un peu tranquilles, quoi. Arnaud, je vais reformuler tes bons inputs en une question, en une question pour Annie, pour faire le lien quelque part entre le métier de l'entreprise et quelle que soit son activité, elle doit contribuer à mieux réaliser son métier, et l'un des mots-clés que tu as employé, l'encadrement, hein, et justement sur l'encadrement intermédiaire, hein, ce que l'on appelle le middle management en anglais, Annie souhaitait
intervenir pour enrichir notre dialogue. Alors, du coup, je ne sais pas si je réponds à la question. En tout cas, moi, c'est une question qui m'interroge avec les évolutions du management qu'on a pu voir depuis des décennies. On a accompagné à certains moments l'encadrement à tout ce qui était démarche participative. Il y a eu beaucoup de formations dans ce sens-là. Là, je pense qu'on est dans il y a une révolution. Quelqu'un ce matin a dit l'entreprise explose, les schémas sont complètement différents. La hiérarchie aujourd'hui n'est plus du tout, enfin, ou ne sera plus demain ce qu'elle est aujourd'hui. Et comment on accompagne sur ce repositionnement-là? C'est une position qui n'est pas facile c'est une perte de repères et c'est un positionnement qui n'est pas facile à assumer. Donc moi, c'est une réinterrogation dans l'autre sens. C'est comment on accompagne ces populations-là. Enfin, il y a des évidemment. Alors, comment dire, pour faire le lien entre les outils qu'on peut mettre en place. Aujourd'hui, je pense que les outils peuvent accompagner à ces évolutions-là, mais je pense que fondamentalement, il faut revenir à une question de repères et de repositionnement du management intermédiaire. Juste, si je puis me permettre juste de terminer par rapport à ce que vous disiez. Une question. C'était simplement, est-ce que on sent qu'il n'est pas nécessaire justement de travailler aussi au corps avec le top management, notamment sur sa propre vision déjà stratégique, qui est, et puis sa façon de concevoir sa relation avec justement tous les membres de son organisation. Parce que la réalité, elle est là aujourd'hui, c'est que souvent on est confronté, la technologie s'arrête, ou son intérêt s'arrête à partir du moment où on sent que le top management et le middle management aussi arrêtent aussi son effort, quoi. Très bien, donc middle management, top management et l'ensemble des employés de l'entreprise. Annie, puis Vincent. C'est bon, d'accord. Fabien, puis Vincent. Merci Fabien. Vincent de CSC, puis Fabien de Next Modernity. Effectivement, alors Arnaud, tu soulèves un point important et qui pose la question finalement de est-ce que le RSE il n'est pas fait que pour les cols blancs? Souvent un peu en raccourci aux gens, aux sédentaires dans l'entreprise, ils ont leur poste fixe et ils ont accès facilement au réseau social. Là, on a aujourd'hui, dans les évolutions des technologies, des opportunités énormes qui sont en train de se créer, et la mobilité en est un. Clairement, aujourd'hui, quand on voit l'opérationnel terrain, vraiment l'operational worker qui est sur le terrain au quotidien, qui aujourd'hui dans l'entreprise n'avait même pas accès à un email, ou alors il a accès mais sur un poste fixe à son bureau et donc il le voit une fois. Aujourd'hui, de plus en plus, la technologie va permettre d'apporter justement de la mobilité à ces gens-là avec des outils mobiles, des outils qui vont leur permettre de travailler. On a beaucoup de process qui se créent de plus en plus autour justement d'assister ces gens-là de PDA, d'assister de tablettes. On voit de plus en plus de choses apparaître. Et justement, tout ça, c'est une opportunité énorme pour mettre le réseau social dans ces choses-là et d'apporter le réseau social directement au pied de l'activité, au centre de l'activité, chez ces gens-là qui vont aussi faire le réseau social. Typiquement, ces gens-là, eux, ont des choses à dire, ont des choses à échanger, ont des choses à partager. C'est une opportunité aussi pour le management de proximité, d'avoir ces outils-là qui va permettre de converser en temps réel, entre guillemets, avec ses collaborateurs, savoir ce qu'ils font, où ils en sont, leur apporter des inputs sur les dernières actualités, sur les dernières... C'est des vraies opportunités aujourd'hui qu'on peut commencer à faire. On a des expérimentations, nous, aujourd'hui, sur ce genre de choses. Et il y a clairement, grâce à la technologie, c'est un peu, je vais à l'encontre un peu de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que grâce à la technologie, on va pouvoir ramener au pied de l'operational worker le RSE. Oui. Juste avant de donner la parole à Fabien, une information intéressante que j'ai eue de Geoffroy Roux de Bézieux, qui est dans le business du téléphone portable. J'ai discuté avec lui à l'université d'été du MEDEF et il me disait qu'en mars 2011, il y a eu, au niveau de la courbe de l'utilisation de Facebook, eh bien, le nombre d'utilisateurs, le nombre de hits sur Facebook à partir du téléphone portable est devenu, à partir de mars 2011, de façon globale, mondiale, plus important que l'utilisation de Facebook à partir d'un PC fixe. C'est-à-dire que là, il y a un complément entre plusieurs éléments technologiques qui contribuent à cette transformation dont nous parlons ici. Fabien ? Oui, alors, à ce sujet, d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres... l'éruption de tablettes
dans les organisations ou dans les organisations parfois très très frileuses. Moi, je travaille pour la Chambre supérieure du notariat aussi, où véritablement ces données sont relativement... Enfin, la technologie est plutôt mal intégrée dans la pratique locale. Brutalement, la compréhension de cet univers apparaît. Je voulais juste répondre par rapport à l'industrie en général. Oui. Pour moi, alors, on a là justement une très très grande opportunité. Parce que c'est peut-être le domaine où on peut faire parler les fameux KPI ou les fameux retours sur investissement très facilement. Alors là, je vois qu'il y a Olivier Bérard dans la salle, on pourrait parler de Renault par exemple, ou dans des cas comme ça, où c'est dans l'usine. Il est d'accord pour que tu dévoiles... Non, je ne vais pas dévoiler plus que ça, il peut parler lui aussi, mais voilà. Mais c'est dans l'usine qu'on va voir immédiatement les résultats les plus probants de ce type d'action. On pourrait parler d'autres industries ou de chargés d'accueil dans des banques, etc. On n'est plus en train d'agir au niveau du top management, au niveau des cols blancs, puisque c'était le sujet de la journée. Hein. Oui, oui. Alors bâton. Mais en vérité, on est en train de trouver des leviers à tous les niveaux, mais pas les mêmes leviers, pas les mêmes usages. Et c'est ça la problématique. Alors au-delà, je me tournerai vers le sociologue. Qu'est-ce que ça veut dire que réinvestir un nouvel espace que je ne lis pas de la même façon à tous les niveaux de l'organisation? Ça, je n'ai pas la réponse, puisque c'est le mot de la journée. D'autres questions de la salle, s'il vous plaît. Oui? Super. Bonsoir. Paul Feuglet de la société Logsafe. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'ensemble des interventions, bien sûr. J'ai retenu notamment le mot agile dans l'intervention d'Annie, sur lequel on est passé un peu vite. Et pour aller dans le sens de cette deuxième partie du débat, je me posais la question de savoir s'il ne fallait pas mettre un peu plus d'action et un peu moins de social dans le réseau social de l'entreprise. Annie, tu as envie de rebondir là-dessus? Qui a envie de rebondir sur cette question? Oui, nous voulons. Non, mais véritablement, j'ai un cerveau. Il fonctionne moyennement, mais j'ai un cerveau. Et c'est vrai que tant que rien ne commence à fonctionner entre mes neurones, il ne se passe rien. Donc le réseau social, évidemment, si on lui a pas... Alors Richard parlait de ballon ce matin, mais on peut avoir des tas d'autres enjeux, qui sont des enjeux de partage, des enjeux de connaissance de l'autre, des enjeux, enfin que sais-je. Mais c'est véritable. Et or, dans l'entreprise, c'est vrai qu'on a un ballon premier qui est l'objectif de l'entreprise. Donc, avancer ensemble pour plus d'efficacité vers l'objectif de l'entreprise, c'est quand même le premier levier, c'est quand même la première action à produire. Alors après, il faut quand même qu'on soit tous d'accord sur cet objectif. Et je reviens sur le terme de sens tout à l'heure. Si on n'a pas partagé le sens à tous les niveaux de l'organisation et qu'on n'est pas bien dans l'entreprise, je prends le mot bien au sens premier, oui, c'est le mot des sens premiers. Si on n'est pas bien dans l'entreprise, et je reviens, je ne sais pas qui citait tout à l'heure toutes les statistiques qu'on sort aujourd'hui sur la détresse au travail, le mal-être au travail, alors que des entreprises font des bénéfices considérables. L'action, son autre levier, le premier levier du réseau social, c'est l'action, et l'autre levier, c'est le bien-être et le sens, le désir, l'appétence d'y aller. Peut-être, je ne suis pas certain que ça corresponde véritablement à la question. Et c'est peut-être une réponse un peu provocatrice, mais les gens de chez Fluxus disaient il est urgent de ne rien faire. Il faut pas forcément faire trop de choses. C'est-à-dire, déjà, en règle générale, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte du nombre de choses qui adviennent. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît les choses, c'est que justement, elles adviennent. Il y en a déjà énormément. Et Jason Fried, donc de 37 Signal, qui est cette société qui édite, pour ceux qui connaissent un peu Basecamp notamment, mais beaucoup d'autres logiciels à côté. Qui a fait le bouquin Rework. Exactement, qui est écrit ce livre qui s'appelle Rework, qui est très intéressant, qui a une culture absolument américaine du management. Disait dans la même conférence que je vous invite à aller regarder, comme beaucoup d'autres conférences de TED d'ailleurs, il proposait cette idée extraordinaire, j'en discutais aussi tout à l'heure, les No Talk Thursdays. C'est-à-dire, il se rend bien compte qu'il fait une blague, et il le dit, prenez un jeudi par mois, non, il dit, prenez un jeudi par semaine, ou plutôt, si vous êtes des managers un petit peu frileux, prenez un demi-jeudi par mois, juste une après-midi, et interdisez à tout le monde de se parler. Vous verrez la quantité de travail qui va se produire. C'est-à-dire, dans le projet d'action,
il y a derrière tout un truc d'engagement, de se regrouper, de faire des réunions, de reprendre des décisions, de mettre en place des protocoles qui vont aboutir à des méthodologies, qui vont définir des outils, qui vont aboutir à des brevets, qui vont, etc. Et au bout d'un moment, ça peut être brusque. Et dans cette brusquerie-là, il n'y a peut-être pas assez de place pour des moments ou de silence, ou de discrétion, ou de calme. Donc, c'est plutôt une réponse générale, en fait, qui, à mon avis, n'a rien à voir avec la question générale, mais c'est plutôt une réponse générale. Je ne suis pas certain qu'il faille plus agir dans le social, plus d'action et moins de social. Il y a une autre question oui, dans la salle. Bonjour, Gad Benisti, Team Town. Donc, ce qui est magnifique, c'est que le RSE, effectivement, crée du lien, et ça, on l'a bien vu aujourd'hui, mais crée du lien dans l'entreprise et ringardise des outils comme le mail, voire même des outils orientés, qui ont une ADN documentaire. Mais quid des communications inter-entreprises? Aujourd'hui, en quoi le RSE va permettre à quelqu'un d'interagir avec ses partenaires, avec les équipes étendues, et d'autant plus qu'il ne pourra pas uniquement parler en tant qu'individu, comme il le fait dans le RSE, mais il devra parler en tant qu'individu appartenant à une entreprise. L'extranet du réseau social entreprise. Oui, ou le méta-RSE. Ah, joli, Gad. Oui, en fait, déjà, le réseau social de l'entreprise, il n'est pas cantonné aux frontières de l'entreprise. On fait souvent cette distinction entre le RSE interne ou les médias sociaux, mais il y a une vraie continuité. Déjà, pour être présent de manière efficace sur les médias sociaux, il faut être capable d'organiser la conversation et de se mobiliser en interne. Donc tout ça, il y a une vraie continuité. Si on parle de SI social, ce qui est en train de se produire, d'emblée, il a intégré le fait que le SI était étendu, que l'entreprise était étendue. Donc c'est étendu auprès, bien sûr, des partenaires privilégiés, mais aussi des clients, mais aussi, j'ai envie de dire, de l'écosystème. Disons que les conversations vont être un peu plus ouvertes qu'à travers le mail, mais le réseau social ne se cantonne pas aux échanges au sein de l'entreprise. La décision est prise par l'entreprise elle-même. Qui peut y accéder ? Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ce que dit Arnaud. Aujourd'hui, même chez nous, avec notre réseau social, il est maintenant ouvert à certains de nos clients, nos grands clients, et on a certaines communautés spécifiques dans lesquelles nos clients peuvent accéder. Pour une partie des choses ? Pour une partie, bien évidemment. Il reste le cœur qui est interne à l'entreprise et qui ne sort pas de l'entreprise. Et on a certaines communautés qui maintenant sont ouvertes à nos clients. C'est IDTGV qui avait fait ça TGV, SNCF qui avait fait ça pour faire venir ses clients, pour apporter de l'innovation, etc. C'est des superbes idées qu'on peut réintégrer potentiellement dans son RSE et pour pouvoir faire partager ça avec le reste de l'entreprise. Donc clairement, là-dessus, il y a quelque chose à faire. Après, pour aller un peu plus loin dans votre question, vous faites sans doute un peu référence aussi à ce qu'a pu dire Monsieur Breton il y a quelques mois en disant que c'était la fin de l'email. Bon, c'est un joli buzz. Au niveau interne. Au niveau interne, sans doute. Mais bon, voilà, l'email pour autant n'est pas mort et la communication restera. Enfin, l'email a pour moi encore un long avenir devant lui, en tout cas pour les communications externes. En interne, c'est vrai que c'est sans doute bien différent. Très bien, attention, Mickaël. il y a des personnes d'Atos dans la salle. Tiens, si quelqu'un d'Atos veut réagir là-dessus, on est entre nous. Je vais peut-être reformuler la question de monsieur en vous regardant vous, parce que c'est une question qui m'intéresse aussi beaucoup. Mais et peut-être la question de monsieur était, à la manière d'un corps qui a différentes manières, différentes surfaces des expressions, est-ce qu'il n'y a pas une frilosité de l'entreprise qu'autre chose qu'un canal officiel, qui soit les canaux traditionnels de la publicité, du média, etc. Les canaux ensuite autrement maîtrisés, qui sont leurs médias, etc. Et puis les canaux de presse et les canaux de communication. Est-ce qu'il n'y a pas une frilosité qu'il se puisse que des personnes qui sont dans l'entreprise deviennent, malgré eux, des porte-étendards avec par exemple, même un club de vélo, je voyais tout à l'heure dans ta présentation, tu avais des fun et des loisirs, etc. Donc j'imagine le club de cricket du machin, les gens qui se regroupent pour faire du squash, etc. Et qui se disent tous, tu vois, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est les gens de Microsoft qui viennent s'entraîner ensemble, on les connaît, ils ont l'air sympas, ils discutent et tout. Mais ça peut être aussi récupéré. Tu peux mettre un étendard, tu peux mettre une couleur, tu peux lui donner un nom, un truc peut devenir officiel, les gens peuvent discuter. Mais des choses beaucoup plus informelles, beaucoup plus labiles, beaucoup plus liquides. C'est-à-dire que par ces réseaux-là, des gens de l'entreprise se mettent à parler de l'entreprise et donc divulguent au sens étymologique du terme, c'est-à-dire donne à la vulgate, donne au peuple. C'est-à-dire qu'ils transforment le truc qui a été l'essence, qui a été travaillé pendant des années à l'intérieur du pot magique, qui donne la publicité, et divulgue ce truc-là, et le donne comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une frilosité de laisser partir cette chose ?
j'ai envie de dire, c'est souvent une des mauvaises raisons pour une organisation d'investir le RSE. C'est de se dire, ah, mais ça se passe au-delà de mes frontières, l'identité de mes salariés s'expose publiquement à l'extérieur de l'organisation, je vais refermer tout ça et faire mon réseau social où on va s'exprimer au nom de l'organisation. Je citais l'exemple du cercle de la Chambre supérieure du notariat, c'est un bon exemple, je peux en parler, parce qu'il y a eu un événement, ils ont fait une campagne sur Justin Notaire. Donc pour remonter l'image du notaire, il y avait un notaire rappeur. Il faisait « je suis rappeur, je suis notaire », etc. Très très bonne campagne, le public a adoré, mais les notaires ont détesté. Parce qu'évidemment, on voyait le notaire de toute la splendeur. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Certains notaires, furieux, se sont lancés sur Internet, où ils voyaient les vidéos, et ont commencé à publier tout et n'importe quoi. Ça a été le déclencheur de la réflexion, qui est une réflexion aujourd'hui saine, et de la réflexion de se dire, mais oulala, ils sont en train de parler en dehors de la Chambre supérieure, on va faire le réseau des notaires de France, et là, ils vont parler dedans. Bon, maintenant, ils comprennent que ce n'est pas si simple, c'est pas comme ça, mais là, on voit bien que c'est souvent une des mauvaises raisons de faire un RSE. Parce que de toute façon, et c'est ce que disait Arnaud aussi tout à l'heure, on a plusieurs identités. Parler de masque. Oui, j'avais quelque chose à dire sur le masque, c'est Laurent Zachos, je crois, qui finit par dire « le masque m'a collé à la peau ». Et on a très souvent cette image d'une identité, on part avec son masque et on ne sait plus qui on est. Au-delà de ça, on a quand même une identité sur LinkedIn, une identité sur Viadeo, une identité sur Facebook, une identité sur un forum ou un Amazon parce qu'on a laissé, et on a une identité dans l'organisation. Ça, c'est une des craintes, nous, qu'on rencontre souvent au niveau de l'organisation. Bien sûr. Il y a la RATP qui a fait une belle expérience. Vous et la RATP.net, où elle a proposé en fait à des conducteurs de bus, de métro, d'échanger avec ses usagers. Et c'est extraordinaire, toute l'information qu'on y trouve. Enfin, on a vraiment un rapport avec la RATP qui est totalement différent lorsqu'on échange avec des conducteurs. Donc, par contre, la question s'est posée pour eux, effectivement, est-ce qu'on n'est pas en train d'instrumentaliser nos collaborateurs? Tout dépend de la manière dont ça a été fait. Si ça a été fait sur la base du volontariat, s'il y a une vraie liberté d'expression, pour une vraie responsabilisation pour les collaborateurs, je ne pense pas qu'on les instrumentalise. Dans d'autres conditions, on pourrait effectivement avoir le jugement. Nouvelle question, on t'écoute. Schneider Le Saoud, Tapès, une petite question provoque. Après les licenciements Facebook, va-t-on connaître des licenciements RSE? C'est un peu pour rigoler. Ah, intéressant. Je répète la question que tu as dite rapidement. Après les licenciements Facebook, en effet, il y a 2 ans en France, il y a plusieurs personnes qui se sont faites virer parce qu'elles disaient des saloperies sur leur entreprise sur Facebook. Hein? Donc la question de Bruno, c'est maintenant que ça y est, ça a été accepté même par les prud'hommes, hein, ces licenciements, est-ce qu'au niveau du RSE plus interne, c'est ta question, ça peut aussi arriver? C'est le droit du RSE. Oui, elle est provoque, mais en même temps, la réponse, elle me semble, à mon avis, assez simple. Vous engagez votre responsabilité de salarié dans l'organisation, que ce soit sur le RSE ou ailleurs. Vous faites une faute professionnelle, vous êtes viré. Or, de fait, j'ai 2-3 exemples en tête de gens qui ont été virés parce qu'ils ont dit des choses à ne pas... En dehors, des choses graves hein, sur un réseau social d'entreprise, de la même manière qu'ils ont pris un document confidentiel sur un bureau, ils peuvent être virés aussi. Donc, je pense que moi, ce qui m'a interpellé dans ces histoires, c'est au fait le changement de la notion d'espace public. Exact. On a pu le privé et le public, c'est plus aussi binaire, il y a une sorte de semi-public. Et voilà, donc je pense qu'une fois que les collaborateurs ont compris cette subtilité-là, ils comprennent que sur le réseau social, c'est du semi-public, donc du public. Enfin, à partir du moment où on parle, je suis en train de parler, là on est quoi? On est 50, 70, 100 mais avec Twitter, on est peut-être beaucoup plus. Alors il y a une caméra, on est encore plus. Voilà, c'est cette notion-là, je pense qu'elle commence à être intégrée par les collaborateurs. Et donc j'espère qu'il y aura moins d'erreurs de jugement de leur part. Mais par contre, ça peut constituer pour les entreprises justement l'un des freins. Hein, on est dans la table ronde mythe et réalité. Justement, c'est ça qui constitue, qui fait peur, surtout aux dirigeants et au management, de se dire, ben voilà, tout le monde s'accorde à dire que ça ne change rien à notre fonctionnement. Hein, des fautes restent des fautes, que ce soit via le RSE ou non. Voilà, ça a toujours existé, comme les communautés ont toujours existé. Par contre, ce sont des choses qui font peur à nos clients, hein, qui constituent des freins. Dans une autre vie, j'ai fait un peu d'études de philo et je me souviens, il y avait un truc
enfin une autre vie, voilà. Il y a longtemps, quoi. C'est une phrase d'Austin qui disait, c'est autour de la notion de performatif. Quand dire, c'est faire. Vous savez, il y a quelques cas rares où les mots ont un sens, que je te marie, enfin, etc. Je te baptise dans les religions. Et moi, il me semble que c'est vrai, il y a quelque chose à comprendre dans le réseau social, qu'on verbalise. C'est-à-dire que, alors c'est vrai qu'on pourrait enregistrer des conversations, d'ailleurs on le fait, et Twitter va me relayer, etc. Mais il y a quelque chose qui fait que le mot va donner un sens apparemment, plus fort quand on va le produire. Il y a un poète, alors puisque je parle de philosophe, il y a un poète qui dit « les mots, c'est pour dire ». Oui, mais les mots ont un sens. Donc là, il y a peut-être un regard nouveau sur la parole. Alors, je suis désolé de faire mon sociologue de bas étage, mais c'est ce qu'on peut dire et c'est ce qu'il faut dire aussi à l'organisation, aux acteurs dans l'organisation, aux personnes qui écrivent, qui participent. Il y a une maturation de tout ça, avec des erreurs possibles. Et le droit à l'erreur, peut-être que c'est ça aussi qu'il faut apprendre un petit peu différemment dans les réseaux sociaux. Profitez-en pour poser d'autres questions. Je veux juste continuer de répondre à la remarque qui a été faite. C'est vrai que ça peut être un frein, mais quand on regarde avec du recul, aujourd'hui l'autorégulation se fait assez facilement et je dirais que c'est plus difficile de solliciter la contribution que de freiner les personnes qui parleraient trop. Alors ce qu'on peut avoir aussi comme retour, c'est de dire oui, bon, c'est pas forcément très intéressant ce qui se dit, mais ça fait rien, c'est un apprentissage et ça viendra. Très juste. C'est important de laisser le maximum de questions après. Je remonte très vite. Je voulais justement rebondir là-dessus, parce qu'effectivement l'autocensure entre guillemets est vachement importante, mais souvent trop justement. On a aussi envie dans ces réseaux que les gens s'expriment et qu'ils parlent et qu'ils aillent un petit peu au-delà de ce qu'ils devraient et ce qui se fait finalement assez peu parce qu'on parle en son nom avec sa photo et son numéro de téléphone, etc. Yes. Une question là. Oui, bonjour, Marc Bramoulet, société Ubisoft. En fait, vous devez connaître à peu près tous Ubisoft avec la guerre des post-it récente. En fait, on est instigateur de ça. On a une génération, on a une moyenne d'âge d'à peu près 30-32 ans. Donc pour le coup, on est à fond dans la Gen Y. Les sites comme Facebook, Twitter, ça parle à nos collaborateurs. Ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle, effectivement, entre les deux. Mais je voudrais revenir sur quelque chose, c'est qu'en fait, on dit souvent que parce qu'il y a la Gen Y, une fois qu'ils arriveront dans l'entreprise, ils vont s'accaparer et s'approprier ces outils. Sauf qu'en fait, ce qu'on rencontre, nous, à Ubisoft, c'est qu'en fait, les usages derrière ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand on like sur Facebook, on like parce que c'est une personne qui a partagé. Et on like l'acte de partage, en fait. Et en interne, c'est différent parce qu'on va liker, on doit liker parce que c'est une parole d'expert, parce que c'est pertinent. Et donc, du coup, il y a un risque d'amalgame sur les usages entre Facebook, Twitter et les RSE. Et du coup, je voulais savoir comment vous pensez que la Gen Y, et justement, c'est nos 30 ans, 25 ans, et toute cette population va s'approprier ces outils une fois qu'ils seront intégrés aux entreprises, versus comment les autres collaborateurs se l'approprieront. Parce que moi, j'étais à Arkema avant, une boîte de pétrochimie. Donc, ah oui, tu as changé de monde. Voilà, c'est ça. À Ubisoft, on coche les jours depuis qu'on a commencé de travailler. Arkema, c'était jusqu'à la retraite, donc c'était parfois différent sur les usages. Et donc, du coup, ce qui était différent, c'est que, en fait, les gens comprenaient plus facilement pourquoi on allait vers un réseau social lorsqu'il était orienté métier, lorsque du coup, ils n'étaient pas pervertis par les usages de Facebook ou de Twitter. Et je me rends compte de ça, et moi qui suis en plein dans la génération Y, et du coup je suis chef de projet sur le réseau social d'entreprise d'Ubisoft, qui est sous SharePoint 2010, et pour lequel on a intégré une surcouche sociale pour que ça parle justement à nos utilisateurs. Mais bon, les usages ne sont pas tout à fait les mêmes, et on a une grosse part de conduite de changement derrière, mais qui est différente peut-être de vos structures. Et du coup, je voulais savoir, voilà, la question, pour terminer, c'est comment pensez-vous que du coup, cette population va s'approprier ces outils dans vos entreprises? Tout d'abord, moi, je suis très content de votre témoignage, parce que, d'ailleurs, je devais faire un édito là-dessus à Collaboratif Info. Il y a une pensée quand même qui est un peu dominante, comme quoi la génération Y adopterait plus facilement les réseaux sociaux, et que finalement, c'est elle qui va pousser l'arrivée de ces nouveaux usages en entreprise. Alors moi, nous déjà, on est aussi une entreprise avec une moyenne d'âge même inférieure à 30 ans. On a constaté l'inverse. Et puis chez nos clients, la même chose. Alors au final, l'analyse qu'on en a faite, c'est que ils sont plus matures dans l'usage des médias sociaux, des réseaux sociaux. Mais du coup, ils en voient aussi les limites, les effets pervers. Il y a une sorte de méfiance. Et comme c'est une génération qui
pour certains en tout cas, n'ont pas forcément très confiance dans l'entreprise, se méfient de l'entreprise, n'ayant pas cette relation de confiance avec l'entreprise, pas en tout cas en arrivant dans l'entreprise, finalement, ils préfèrent, eux, être sur Viadeo, enfin, et encore, ils sont même plus sur Viadeo, maintenant sur Facebook, sur Twitter, que d'être sur le réseau social de l'entreprise. Et le problème d'une entreprise, et c'est le problème d'Atos par exemple, c'est que les CV des collaborateurs sont mieux renseignés sur les réseaux sociaux externes que sur le réseau social interne. Donc il y a une vraie problématique de ça. Deux questions, c'est un, comment créer de la confiance et comment donner du sens à cette jeune génération dans l'usage du réseau social interne. Et puis deux, savoir est-ce que le réseau social interne n'a pas intérêt à se coupler avec des réseaux sociaux externes. Est-ce que le capital social de l'utilisateur, du collaborateur, doit être maîtrisé par l'entreprise? D'autres questions, profitez-en. Du coup, je voulais peut-être juste rebondir sur comment on y a répondu, nous aussi, à l'interne. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est avant tout leur questionnement, c'était qu'est-ce que j'avais à y gagner, parce que j'étais déjà sur Facebook avec tout mon cercle d'amis. Et en fait, c'est beaucoup sur l'idée de passion. On a peut-être oublié aujourd'hui dans les entreprises cette idée de passion, mais je suis passionné par mon métier. Et comme tous mes collègues de l'entreprise, je suis passionné par justement ce que je fais et les jeux vidéo. Et c'est pour ça que je vais aller sur ce réseau social pour interagir et être mis en relation avec ces autres personnes. Et c'est en tous les cas sur cette idée de passion et ce qui fédère les communautés et ce qui fait les communautés sur lesquelles on a joué. Parfait. D'autres questions? Je voulais juste un petit post-it comme ça sur ce que vous avez dit. Sur like, +1, etc. En fait, ça montre bien que finalement, la qualification du lien, c'est un truc un peu fantasmatique. C'est-à-dire, il y a 1000 like, ça veut dire 1000 choses. Et dans des contextes différents. Ça peut vouloir dire j'aime bien, le lien que j'ai vu sur là j'aime bien. Ça peut vouloir dire ne m'oublie pas, je te rappelle à mon bon souvenir, je me rappelle à ton bon souvenir. Ça peut vouloir dire vous êtes vraiment formidable, j'aime vraiment tout ce que vous faites. Ça peut vouloir dire je t'aime toi. Les nouveaux couples généralement sur Facebook ils aiment vraiment tout ce que les autres font. Ça peut vouloir dire énormément de choses. Dans un contexte professionnel ça peut effectivement dire vous êtes mon patron, vous êtes génial. Ça peut vouloir dire souviens-toi que tu me dois un truc. Parce que, ah mais oui, il est encore là, il existe, j'avais réussi, j'étais parvenu à faire en sorte que je l'oublie. Ah non, il est là, il me rappelle quelque chose. Et la substance derrière ça, en fait, elle est labile, elle est comme ça, elle est liquide. Et elle change. C'est-à-dire que moi, dans l'entreprise, je peux apprendre que l'un de mes collaborateurs aime tout ce que mon patron fait, c'est donc qu'il est en train d'essayer de voir une augmentation, quelque chose comme ça. Et donc ces usages-là, ils s'apprennent aussi. Et c'est encore une preuve que cette qualification du lien, en fait, elle est substantiellement, c'est un leurre. Il faut qu'elle existe, il faut qu'on le dise, il faut que ça s'appelle là, il faut que ce soit +1, ça ne peut pas être +0 ou neutre. On ne peut pas appuyer sur un bouton qui s'appelle neutre. Il faut qu'il y ait un engagement, une direction. Mais ensuite, ça s'évanouit. Il n'y a plus rien derrière. Et c'est à nous de leur donner du sens. Et c'est surtout aux gens qui le regardent de modifier ce change, de le faire évoluer. Voilà. D'autres questions dans la salle? Une question? Oui. Oui. Ah, parce qu'il tourne. Prends-le dans la main. Nous t'écoutons. Oui, moi je voulais revenir sur l'expérience de la RATP. Je voulais savoir qui finalement exploitait les informations qui avaient donc émergé entre la relation entre le conducteur et ses passagers sur un réseau social. Est-ce que c'était le community manager? Enfin, voilà. Qui avait vu ce qui était intéressant et l'avait exploité? Alors, en fait, il n'y a pas d'objectif de communication en particulier de la RATP vers ces usagers, c'est l'inverse. J'ai mal compris alors. C'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est les usagers qui peuvent interpeller la RATP. Oui. Et alors, moi, je me souviens d'un exemple de discussion, c'était sur les poussettes dans les bus. Avec des débats entre utilisateurs, c'est-à-dire que c'est même pas, c'est bien un débat aussi entre utilisateurs, usagers, certains qui étaient agacés par les poussettes, d'autres qui proposaient de les faire payer, le chauffeur de bus qui donnait son point de vue, et puis à un moment la RATP qui s'est exprimée, mais à titre officiel, pour dire attendez, on peut pas faire payer, on peut pas augmenter le prix des tickets, c'est pas nous, c'est le STIF qui décide de ça. Donc ça c'est le genre d'informations, de débats, de discussions qu'on peut pas trouver ailleurs que sur un espace de dialogue de ce type-là. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement audacieux. Dernière question. Encore une question. Je voulais juste compléter. En fait, c'est pas le micro plus proche. Social. Pardon. C'est un forum sur la RATP. Si je parle bien de la même chose que vous, c'est un forum en fait. Ouais. C'est un peu différent. Yes. C'est un forum où il y a une unité numérique. Oui, tout à fait. Voilà. On sait qui c'est. Enfin, on a l'identité des agents. Les agents, l'identité des agents est bien distincte de la RATP qui s'exprime à titre officiel, et les gens peuvent discuter entre eux. Forum de nouvelle génération, mais après.
Et après, juste, je voulais rebondir parce qu'on parlait de maîtriser l'identité sociale, en fait, à la fois professionnelle mais aussi privée. Et j'avais juste une question, c'est savoir est-ce qu'on peut véritablement maîtriser l'identité sociale d'une personne. Ça me semble. Ah oui. Alors, moi, je suis au-delà de la poésie, j'aime aussi la voile. Et non. Tu le dis sur Facebook? Oui, non, mais j'aime beaucoup la voile, mais j'aime plus la voile quand je suis tout seul, parce que j'ai des difficultés avec les équipes. Alors, je pose le problème comme ça. Parce qu'une entreprise, en fait, quand je suis avec mon équipe, on est plusieurs à naviguer, chacun a une tâche, et je dois faire confiance à l'autre au moment ad hoc pour que la tâche soit accomplie au bon moment, même s'il y a un capitaine de bord. Et je ne maîtrise rien. Je suis comme un chef d'orchestre. Donc, je dois jouer avec ma confiance, le risque que je prends, la certitude ou l'incertitude qu'il y aura une défaillance ou non, et je dois fonctionner comme ça. Donc, évidemment, on ne maîtrisera pas l'identité numérique de l'ensemble de ses salariés, mais qui peut la maîtriser? Non, c'était bien ça. Voilà. Parce que on parlait de maîtriser, ça me semblait, entre guillemets, voilà, c'est un non-sens pour moi. À la limite, on peut gérer, regarder, mais pas contrôler, pas maîtriser. Et après, on peut aider peut-être avec une charte des médias sociaux aussi. Oui. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais quand quelquefois il y a des erreurs de produit, tout simplement par défaut d'accompagnement, et c'est vrai que même si elle n'est pas opposable juridiquement à partir du moment où elle ne fait pas partie du contrat de travail, on peut aider aussi les collaborateurs avec une charte qui les guide sur ce qu'ils peuvent dire et pas dire. Et à ce sujet, il y a une distinction que fait très bien mon professeur à la Sorbonne qui s'appelle Michel Maffezoli, et qui est la distinction entre le pouvoir et la puissance. Et un passage entre ce pouvoir et cette puissance. Le pouvoir supérieur, un peu paternaliste, écrasant, de droit. Et la puissance plus subtile, par le dessous, plus autoritaire, plutôt quand même charismatique. Et je crois qu'il faudrait trouver le pendant de la maîtrise, qui serait bien évidemment le côté pouvoir, avec quelque chose qui ressemblerait à la puissance. C'est-à-dire une direction dans laquelle les choses vont, sans que pour autant il y ait un contrôle supérieur des choses. Je pense que c'est plutôt ça. Maîtriser une identité, c'est rien que l'expression fait un petit peu peur, je pense, bien évidemment. Ok, en conclusion, que je peux proposer en quelques mots, il y a ce que l'on peut appeler des mythes sur le réseau social d'entreprise qui peut permettre de faire n'importe quoi, grâce aux différents éclairages qui ont été proposés avec cette table ronde d'experts de très, très bon niveau. On se rend compte qu'il y a une vraie responsabilité individuelle et collective, et c'est ça qui nous offre des opportunités. Je veux vraiment vous remercier pour les éclairages et la qualité de ce que vous avez partagé avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien évidemment, alors, nous n'avons pas terminé encore, puisqu'il reste la partie fun en fait, de la fin de journée, mais nos experts seront disponibles pendant le cocktail de networking qui ne va pas tarder, parce qu'on est plein dans le social, évidemment, et autour d'un verre, ça marche aussi. Moi, j'aurais encore, je pense, plein de questions pour essayer de démystifier un petit peu la question du réseau social. Parce que là, on a cité plein d'exemples de grands groupes à grande échelle. Est-ce qu'un RSE pour des équipes de 20 personnes, ou des startups, est-ce que c'est pertinent aussi? Je le pense. Je pense qu'il reste encore pas mal de questions. Je vous invite à les poser directement à nos experts.